Cléopâtre. Ah, rien que le nom, ça nous fait penser au glamour d'Hollywood, aux amours tragiques, à une beauté presque mythique. Mais, et si tout ce qu'on croyait savoir, c'était juste une façade? Allez, on met le mythe de côté un instant et on va essayer de rencontrer la vraie femme, une des dirigeantes les plus brillantes et même les plus redoutables de toute l'histoire, la toute dernière pharaone d'Égypte. Alors voilà la question. Qui était-elle vraiment? Cette femme fatale, sortie tout droit de la propagande romaine, ou une dirigeante visionnaire qui se battait bec et ongles pour la survie de son royaume? Bon, comme souvent, la réponse est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et franchement, bien plus fascinante. Oublions un peu les portraits idéalisés et les peintures romantiques. Les seules images vraiment authentiques qu'on ait de Cléopâtre, ce sont celles qu'elle a elle-même voulu montrer, frappées sur ses pièces de monnaie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des traits forts, très marqués, un nez proéminent, un menton volontaire. Clairement, ce n'est pas le visage d'une simple séductrice, non. C'est le visage d'une souveraine qui projetait une image de pouvoir, d'autorité. Donc pour vraiment la comprendre, il faut aller voir au-delà de cette caricature. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va découvrir ce qui la rendait si formidable. Et ce n'était pas sa beauté, non. C'était son intellect, absolument brillant, et son génie de stratège politique. C'était ça, ses vrais atouts pour survivre dans un monde qui était dominé, par les hommes, et surtout, par Rome. Parce que son vrai pouvoir, il n'était pas dans la séduction. Il était dans sa tête, dans son esprit. C'était une linguiste hors pair. Et tenez-vous bien, elle a été la toute première de sa dynastie en 300 ans à prendre la peine d'apprendre l'égyptien, la langue de son propre peuple. C'est fou quand on y pense. En plus de ça, elle parlait au moins 7 autres langues. Ça faisait d'elle une diplomate absolument redoutable. Imaginez, elle pouvait négocier directement sans avoir besoin d'interprète, c'est un avantage énorme. Et le fait qu'elle ait appris l'égyptien, c'est d'autant plus remarquable qu'en réalité, elle n'était pas égyptienne d'origine. Ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Elle était grecque, une descendante de Ptolémée Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Sa famille, les Ptolémées, a régné sur l'Égypte pendant presque 300 ans. Mais ils sont toujours restés grecs. Leur culture, leur langue, leur façon de voir le monde, tout était grec. Mais attention, cette reine si brillante n'a pas hérité d'un cadeau. Loin de là. Quand elle arrive au pouvoir, le royaume est en pleine crise, au bord du chaos, de l'effondrement. Et c'est cette situation vraiment désespérée qui va forger son caractère et qui va définir absolument chacune de ses décisions. Pour comprendre le danger, il suffit de jeter un œil à la carte de l'époque. Voilà, l'Égypte, en jaune, c'est l'un des derniers grands royaumes encore indépendants. Mais regardez bien, elle est complètement prise en étau, encerclée par cette superpuissance qu'est Rome, en vert, qui ne cesse de s'étendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque décision politique, la moindre alliance, tout devait être calculé en fonction de la réaction de Rome. Et comme si ça ne suffisait pas, la situation à l'intérieur du royaume était tout aussi catastrophique. On parle de famine, de dettes monstrueuses envers Rome, d'une armée de mercenaires romains laissés par son père qui n'obéissait à personne, et, cerise sur le gâteau, ses propres frères et sœurs qui passaient leur temps à comploter pour lui prendre le trône. Franchement, avant même de penser à régner, son premier défi, c'était tout simple: survivre. C'est dans ce contexte, un vrai baril de poudre, qu'elle va jouer sa première carte maîtresse. Pour s'en sortir, elle n'a pas le choix. Elle doit faire un pari stratégique, incroyablement audacieux, s'allier avec l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Jules César. Alors qu'elle est chassée du pouvoir par son jeune frère, Cléopâtre ne baisse pas les bras. Non, elle lève sa propre armée. Et au même moment, qui débarque en Égypte? Jules César, à la poursuite de son grand rival, Pompée. Elle voit l'opportunité et elle la saisit. Son alliance avec César, ce n'est pas une histoire de passion, c'est avant tout un coup politique, un coup de génie parfaitement calculé pour se débarrasser de son frère et récupérer son trône. Et tout ça avec la bénédiction de Rome. Et cette alliance, elle va bien plus loin, parce qu'elle va donner un fils à César, Césarion. Et là, ce n'est plus juste personnel, c'est dynastique, c'est un geste politique majeur. En nommant son fils co-dirigeant à ses côtés, non seulement elle blinde son propre pouvoir, mais elle lie aussi le destin de l'Égypte à celui de Rome. Elle crée un potentiel héritier pour les 2 plus grands empires du monde. Mais voilà, tout s'écroule. L'assassinat de César plonge le monde romain dans le chaos. Et Cléopâtre, elle, perd son protecteur le plus puissant. Pour assurer sa survie et celle de son royaume, il lui faut de toute urgence un nouvel allié. Et c'est là qu'elle va forger un partenariat encore plus ambitieux, cette fois avec Marc-Antoine. Cette pièce de monnaie, elle est tout simplement extraordinaire. Regardez bien, Cléopâtre et Antoine sont face à face, d'égal à égal. C'est une déclaration politique incroyablement audacieuse pour l'époque. Il ne se présente pas au monde comme un général romain et sa maîtresse.
Non, ils se présentent comme un couple de souverains, une nouvelle puissance qui émerge en Orient. Et ce papyrus, c'est qu'une plongée incroyable dans son règne au quotidien. C'est un décret, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui accorde une exemption d'impôt. Et tout en bas, il y a ce mot, en grec, ginestoi. Ça veut dire que cela soit fait. Les spécialistes sont quasi certains que c'est la propre écriture de Cléopâtre. La preuve qu'elle n'était pas juste une figure décorative. C'était une administratrice, une reine qui mettait la main à la pâte et qui validait elle-même les décisions importantes. Le sommet de leur partenariat, leur acte le plus fou, le plus audacieux, ça a été les donations d'Alexandrie. C'est simple, au cours d'une cérémonie grandiose, ils ont purement et simplement redessiné la carte de l'Orient. Ils ont distribué des royaumes entiers à leurs enfants. Pour Antoine, c'était une manière de gérer ses territoires. Mais pour Cléopâtre, c'était bien plus. C'était le rêve de toute une vie, la restauration de la gloire de l'Empire ptolémaïque. Le problème, c'est que pour leur grand rival à Rome, Octave, ce n'était rien d'autre qu'une provocation intolérable. Et cette ambition, qu'on peut qualifier de démesurée, eh bien, elle a scellé leur destin. Elle les a placés sur une trajectoire de collision frontale avec le dernier rival d'Antoine à Rome, le jeune, le froid, l'impitoyable Octave. À ce stade, le choc des empires n'était plus une question de si, mais de quand. Mais avant la guerre sur le champ de bataille, il y a eu la guerre des mots. Et à ce jeu-là, Octave était un maître, un génie de la propagande. Il a présenté Cléopâtre comme une sorte de sorcière orientale, décadente, qui aurait ensorcelé le pauvre Marc-Antoine. La réalité, c'est que c'est Cléopâtre qui finançait de sa poche tout l'effort de guerre d'Antoine. Mais l'histoire d'Octave, elle, a marché. Il a réussi à unir tout Rome contre eux. Et le point culminant de tout ça, c'est la fameuse bataille navale d'Actium. Une défaite écrasante qui a complètement anéanti leur force. Leur grand rêve d'un empire oriental s'est tout simplement effondré dans les vagues ce jour-là. Et avec lui, le destin de l'Égypte et de sa dernière reine. Acculée dans Alexandrie, avec les légions d'Octave aux portes, Cléopâtre va faire son dernier choix. Et attention, son suicide n'est pas le geste désespéré d'une amoureuse au cœur brisé comme on le raconte souvent, non. C'est son tout dernier acte politique, un acte de reine. Elle a refusé l'humiliation suprême, être traînée comme un trophée de guerre dans les rues de Rome. Plutôt que de subir ça, elle a choisi de mourir en reine, selon ses propres termes. Ce qui est assez ironique, c'est que même ses pires ennemis, comme l'historien romain Dion Cassius, ne pouvaient pas nier son charisme et son intelligence. Ils ont pu salir ses intentions, bien sûr, mais ils ont toujours été obligés de reconnaître sa capacité incroyable à captiver, à influencer les hommes les plus puissants de son temps. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. La propagande d'Octave a été tellement efficace qu'elle a façonné notre vision de Cléopâtre pendant 2000 ans. Alors la prochaine fois qu'on entend son nom, on pourrait peut-être se poser la question, de qui parle-t-on vraiment ? De la reine, de la stratège, de l'intellectuel, ou est-ce qu'on parle encore et toujours du mythe, de l'histoire qui a été inventée par ceux qui l'ont vaincue ?